il y a des silences qui pèsent plus lourds que des cris. Le plus lourd de tous est celui d'une portière de camion qui se referme, vous laissant seul, au bout d'un chemin de terre, face aux ruines de ce qui fut autrefois un foyer et à l'épave de ce que vous pensiez être votre vie. Je n'oublierai jamais le froid de ce matin-là, ce genre de froid humide et pénétrant qui s'insinue dans vos os et s'y installe, même sous le soleil timide du printemps de Caroline du Nord. Le camion de David ralentit jusqu'à s'arrêter au bord d'une allée de gravier, ses pneus crissant sur les mauvaises herbes qui envahissaient là le chemin depuis bien trop longtemps. Il sortit, claqua la portière et resta un instant planté là, les mains sur les hanches, à contempler la maison comme un fardeau qu'il venait enfin de déposer après un long et pénible voyage. C'est ici, murmura-t-il, sa voix dépourvue de toute émotion, en évitant soigneusement mon regard. La maison appartenait à ma grand-mère, un endroit que je n'avais pas visité depuis mon enfance, une relique d'été lointain et insouciant. Le porche s'affaissait dangereusement par endroits, la peinture blanche s'écaillait comme la peau d'un vieux serpent, et des plantes grimpantes s'enroulaient sur un côté du bâtiment, comme des doigts de verre tentant de le ramener à la terre. C'était là que j'étais censée passer le reste de ma vie. Ou du moins, l'année qui me restait à vivre, selon les pronostics murmurés entre lui et sa mère. J'étais assise sur le siège passager, les mains crispées sur mes genoux. Mon corps n'était pas encore complètement remis de mon léger AVC, survenu il y a à peine 2 mois. Marcher restait un effort conscient, chaque pas une petite victoire contre la trahison de mes propres nerfs. Je pouvais bouger, mais plus lentement, avec une prudence nouvelle et frustrante. Mais Carole, ma belle-mère, avait convaincu David que j'étais mieux au calme. Un endroit où, selon ses propres mots mielleux et condescendants, Émilie pourra se reposer, et quand son heure viendra, ce sera paisible. C'est ainsi qu'elle le disait, avec une fausse compassion qui me donnait la nausée. Quand son heure viendra. Comme si j'étais déjà partie, une simple formalité à régler, une case à cocher sur sa liste de choses à faire. David s'approcha de ma portière et l'ouvrit. Son expression était un mélange complexe de pitié feinte et d'irritation mal contenue. « Tu seras bien ici. Il y a quelqu'un pour veiller sur toi, et l'air est plus pur qu'en ville. Ce sera bon pour ton cœur. » Mon cœur, lui, était en train de se briser en 1000 morceaux, là, dans cette allée. J'ai jeté un coup d'œil à la personne appuyée contre la balustrade du porche. Une femme corpulente, la cinquantaine, portant une chemise tachée de quelque chose que je ne préférais pas identifier. Elle me fit un signe de la main hésitant, alluma une cigarette et se détourna, déjà indifférente. « C'est Janet, dit David. Elle sera ta gardienne. Je la paierai tous les mois. » Avec mon héritage, pensai-je sans le dire. Le mot avait un goût amer dans ma bouche. Il descendit le fauteuil roulant de l'arrière du camion et le posa par terre, le métal grinçant dans le silence. Puis, il se tourna vers moi. « Allez, Émilie, on va t'installer. » Installer. Comme un meuble ancien et encombrant qu'on déplace dans un garde-meuble. Je suis restée assise là, figée. Mes doigts s'agrippaient au cadre de la portière, mon pouls s'accélérant. Mon instinct me hurlait que tout cela était une erreur monumentale, une trahison déguisée en sollicitude. Mais que faire? Ma voix se brisait encore quand j'essayais de discuter. Je lui avais fait confiance pendant 10 ans, et maintenant cette confiance était retournée contre moi, utilisée comme une arme pour m'exiler et me dépouiller. David finit par se pencher, me souleva de mon siège comme si je ne pesais rien, j'avais perdu tant de poids, et m'installa dans le fauteuil. Mon visage brûlait, non pas de gêne, mais d'une rage impuissante et inexprimable. Janet écrasa sa cigarette sous son talon et disparut à l'intérieur en marmonnant quelque chose à propos de la chambre d'amis. David me poussa à travers le porche qui grinçait sinistrement. L'air à l'intérieur sentait la poussière, le bois ancien et le moisi. « Je viendrai te voir toutes les 2 semaines, dit David en déposant mes bagages dans l'entrée. Tu n'auras à te soucier de rien. De rien. Comme si j'étais devenue incapable de penser, incapable de ressentir. Quand il est enfin ressorti, je me suis approchée de la fenêtre. Il se tenait près de son camion, tapotant sur son téléphone. Envoyait-il un message à sa maîtresse pour lui dire « Mission accomplie » Puis il a jeté un dernier coup d'œil à la maison.
Son visage n'exprimait aucune culpabilité, juste un soulagement immense et égoïste. Il a fait un signe de la main maladroit, est monté dans la cabine et est parti sans un regard en arrière. Je suis restée près de cette fenêtre longtemps après que le bruit du moteur se soit estompé, mes doigts serrant l'accoudoir du fauteuil si fort que mes jointures en étaient devenues blanches. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose de vif traverser l'engourdissement qui m'habitait, la colère. Et sous cette colère, quelque chose d'autre a remué. Une chose que je n'avais pas ressentie depuis l'AVC. La force. Je croyais avoir choisi l'homme sûr. David était doux, attentionné, fiable, le genre d'homme qui ouvre les portières et se souvient de la façon dont vous prenez votre café. J'avais 25 ans, j'étais l'assistante ambitieuse du PDG d'une entreprise de logistique et je pensais que sa stabilité était le parfait contrepoids à mon ambition dévorante. Notre mariage a été simple. Sa mère, Carole, a pleuré en me serrant dans ses bras, m'appelant sa fille. Je la croyais. Je croyais en tout, à l'époque. Les premières années, la vie était calme, prévisible. Mais Carole n'a jamais caché sa désapprobation de mes ambitions professionnelles. Ses commentaires étaient l'opiate des pics enrobés de sucre. Tu ne veux pas te fatiguer avant d'avoir des enfants, ma chérie. Ou, un homme a besoin de sentir qu'il est le chef de famille. Elle aimait que les choses se passent à sa façon, et son fils était son pion le plus docile. Quand j'ai décroché un gros contrat et évoqué une promotion, le sourire de Carole s'est figé. Plus tard, David m'a dit « Tu devrais peut-être ralentir un peu. Maman s'inquiète pour toi. » J'ai ralenti, mes rêves sont passés au second plan, jusqu'à l'arrivée de la lettre d'Allemagne, l'héritage de ma grand-mère, une somme d'argent considérable et cette petite propriété. Quand David a lu la lettre, ses yeux se sont illuminés d'une avidité que je n'avais jamais vue. Carole m'a apporté du champagne. Les semaines suivantes, leur attitude a changé. Les critiques ont cessé. David est devenu l'homme attentionné de nos débuts. Je voulais y croire. J'avais désespérément besoin d'y croire. Je l'ai vue avec elle par hasard. Une jeune femme aux cheveux auburn. Il riait. Elle s'est penchée pour l'embrasser sur la joue. Mon cœur s'est fissuré. Je n'ai pas eu la force de le confronter. J'ai engagé un détective privé. Une semaine plus tard, les photos étaient étalées sur un bureau miteux. David et Lily, dîner, promenade, hôtel. Le rapport contenait des transcriptions de conversations. Une ligne m'a glacé le sang. Une fois l'argent d'Émilie reçu, je pourrai enfin ouvrir ma propre entreprise. On sera prêt, Lily. De toute façon, elle n'en aura pas besoin longtemps. Pas avec son état de santé. Il planifiait déjà ma disparition, spéculant sur ma mauvaise santé avant même que quoi que ce soit ne soit réel. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Tatiana, ma meilleure amie depuis l'université. Elle était furieuse. Tu dois partir, Em. Tu ne peux pas rester avec quelqu'un qui t'efface déjà. Je voulais crier, tout casser. Mais je suis restée assise là, engourdie, fixant les photos de la trahison de mon mari. Un mois plus tard, j'ai eu mon AVC au travail. Une douleur fulgurante dans la tête, ma vision qui se brouille, le côté gauche de mon corps qui refuse d'obéir. Je me suis réveillée à l'hôpital. David me tenait la main, Carole était à mes côtés, les larmes aux yeux. « On va prendre soin de toi », a murmuré David. Et ils l'ont fait. Ils ont pris le contrôle. De mes médicaments, de mes finances, de ma vie. J'étais trop faible pour protester. J'ai entendu leur messe basse. Soins à domicile, endroit calme. Et puis un matin, David m'a parlé de l'ancienne propriété de ma grand-mère, un endroit où je pourrais guérir en paix. Ce n'était pas de la guérison qu'il planifiait, c'était un enterrement prématuré. Lorsque le camion de David a disparu, le silence qui s'est installé était total, assourdissant. J'étais seule. Jeannette, la gardienne, est sortie, a allumé une autre cigarette et est partie en marmonnant qu'elle reviendrait plus tard. La porte moustiquaire a claqué. Je suis restée assise là, immobile, les mains agrippées aux accoudoirs. Elle tremblait, non pas de faiblesse, mais d'une fureur froide qui montait en moi. Un petit rire m'a échappé, rauque et amer. C'était donc ça, la fin de mon histoire, écrite par eux. C'est à cet instant que j'ai décidé de reprendre la plume. Je me suis levée. Mes jambes étaient instables, mais elles ont tenu bon. J'ai fait un pas, puis un autre. La vérité,
c'est que je récupérais mieux que je ne le laissais paraître. La kinésithérapie avait fonctionné, mais j'avais besoin de voir jusqu'où ils iraient, et ils m'avaient dit vous montrer. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai composé le numéro de Tatiana. Tati, il m'a laissé. Émilie, où es-tu? David m'a dit, oh mon Dieu, ça va? Je vais bien, ai-je dit, ma voix trouvant une nouvelle fermeté. Je suis chez ma grand-mère, et je ne repars pas. J'arrive ce soir, a-t-elle dit. Quand les phares de sa voiture ont balayé la fenêtre, j'avais déjà une liste de réparations en tête. Ils t'ont laissé seule, ici, a-t-elle demandé. Puis, elle m'a vue, debout. Tu es debout. Je suis debout, ai-je confirmé. Elle a souri, un petit sourire féroce. Alors, quel est le plan? Le plan, ai-je dit, c'est de tout reconstruire. Elle a sorti une trousse à outils de son sac. Alors, commençons par changer les serrures. Les premières semaines ont été un baptême du feu. Gratter la moisissure, transporter des meubles cassés, colmater des fuites. J'avais des ampoules aux mains, mais chaque clou que j'enfonçais était un acte de reconquête. Un matin, un pick-up s'est arrêté. Luke Harris, mon voisin. Un rancher aux mains burinées et aux yeux couleur de ciel d'orage. Il a vu ma vieille tondeuse. « Vous comptez dompter tout ça, avec cette chose ?» a-t-il demandé avec un sourire amusé. Il a débroussaillé la moitié de mon jardin en 1 heure. Si vous avez besoin d'un coup de main, appelez-moi. Il n'était pas le seul. La petite ville, apprenant l'histoire de la femme de la ville abandonnée dans la vieille maison Whittaker, a commencé à se manifester. Madame Alvarez de l'épicerie a apporté des tourtes. Une enseignante à la retraite m'a aidé à trier les vieux livres du grenier. Le shérif est passé. Il venait, aidait, souriait, sans rien demander en retour. Il me laissait là des petits gestes de gentillesse dont j'ignorais avoir tant besoin. Luc passait le plus souvent. Parfois, il réparait des choses. Parfois, il s'asseyait simplement sur le porche avec moi. Il avait perdu sa femme d'un cancer. Je sais ce que c'est, m'a-t-il confié un soir. Se réveiller avec l'impression que la moitié de sa vie est partie. Je n'ai rien dit. J'ai juste posé ma main sur la sienne. La maison devenant peu à peu habitable, je me suis tournée vers la terre. J'ai commencé un petit jardin. Luc m'a montré comment construire des plates-bandes surélevées. Un samedi, il m'a convaincu d'apporter quelques légumes au marché de producteurs. J'étais timide avec mon petit panier de tomates. Mais les gens ont tout acheté en 1 heure. Ce soir-là, en comptant les quelques billets que j'avais gagnés, j'ai réalisé que c'était plus que de l'argent. C'était de faire à nouveau partie de quelque chose. J'avais des gens qui me voyaient comme Émilie et non comme un fardeau. Et doucement, très doucement, une amitié profonde a commencé à fleurir entre Luc et moi. À la fin de l'été, la maison n'était plus une ruine. C'était la mienne. Mon petit stand au marché était devenu Whittaker Gardens et je commençais à livrer un restaurant local. J'étais devenue une femme qui bâtissait son propre avenir. Cela faisait presque 1 an jour pour jour que David m'avait laissé là quand son camion a repris l'allée de gravier. J'étais dans le jardin. Il est sorti avec le même demi-sourire suffisant. « Émilie, tu es superbe. Tu as été bien occupée. » Je ne lui ai pas souri. « Que veux-tu, David ? » Il faut qu'on parle de l'héritage, de la façon dont il devrait être partagé. J'ai ri. Un rire sincère, libérateur. Partagé ? L'héritage que tu as essayé de contrôler après m'avoir trompé ? Celui pour lequel tu m'as laissé ici pour mourir ? Il a tressailli. J'ai fait des erreurs, mais nous étions mariés, légalement. Une voix calme l'a interrompu. Luc est sorti de la grange. Vous l'avez abandonné, ça ne vous donne droit à rien. David s'est hérissé. Et vous, qui êtes-vous ? Son nouveau petit ami ? Je me suis avancée. Arrête. Tu n'as plus aucun droit ici. Tu m'as laissé parce que c'était plus facile que de m'aimer dans les moments difficiles. Tu as menti. Tu as trompé. Je ne te déteste pas. Je ne te souhaite même pas de mal, mais tu ne fais plus partie de ma vie. Et tu ne toucheras pas un centime de ce que j'ai construit ici. Un long silence. Vous l'avez entendu, a dit Luc, se tenant près de moi. Il est temps de partir. David est reparti, laissant derrière lui un nuage de poussière. J'ai expiré lentement, réalisant que mes mains tremblaient, non de peur, mais de soulagement.
Luc m'a touché doucement l'épaule. Ça va? J'ai hoché la tête, regardant ma maison, mon jardin, ma nouvelle vie. Mieux que bien, je suis libre. Il a fallu 6 mois à David pour signer les papiers du divorce. Son avocat a tenté de contester l'héritage, mais face à mes propres dossiers, les rapports du détective, les témoignages de mes voisins sur mon abandon, ils ont vite renoncé. Le jour où j'ai reçu le décret final, je n'ai ressenti ni joie ni tristesse, juste une page tournée. Whitaker Gardens a prospéré. J'ai embauché 2 adolescents du coin pour m'aider. J'ai construit une plus grande serre et j'ai commencé à élever des poules pour leurs œufs. La vie était simple, rythmée par les saisons, le travail de la terre et les soirées tranquilles sur le porche avec Luc. Notre relation s'était épanouie naturellement, sans hâte, comme les plantes de mon jardin. C'était un amour bâti, non pas sur des rêves fragiles, mais sur le sol solide de la réalité, de la gentillesse et du respect mutuel. Un soir d'automne, 2 ans après mon arrivée, Luc et moi étions assis sur le porche, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Tu sais, a-t-il dit en prenant ma main, quand j'ai perdu ma femme, je pensais que je ne reconstruirais jamais rien. Je me contentais d'exister. Je me suis penchée contre son épaule. Moi aussi. Il a resserré sa prise. Et puis un jour, une femme têtue a décidé de faire revivre une vieille ferme. Et elle m'a rappelé que même après le pire des hivers, le printemps finit toujours par arriver. Il a sorti une petite boîte de sa poche. À l'intérieur, il n'y avait pas de diamant, mais une bague simple, sculptée dans du bois de cerisier provenant d'un arbre de ma propriété. Emily Whittaker, a-t-il dit, sa voix pleine d'une émotion sincère, veux-tu continuer à faire pousser des choses avec moi? Des larmes ont coulé sur mes joues, mais cette fois, c'étaient là des larmes de joie. Oui, ai-je murmuré. Oui, absolument. Je n'étais plus la femme qu'on avait laissée pour morte au bout d'un chemin de terre. J'étais une femme qui avait trouvé ses racines, qui avait cultivé sa propre force et qui, contre toute attente, avait laissé l'amour refleurir, plus fort et plus vrai que tout ce que j'avais connu auparavant.